choix était clair. Reporter les élections afin de permettre la poursuite des discussions en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de notre pays. Si cette orientation est maintenue, alors les choses sont claires. L'indépendance est écartée, la souveraineté n'est jamais évoquée et une hyper-provincialisation assumée est en train de démanteler le pays en rompant radicalement avec toute ambition de faire peuple. Nous sommes déliés de toute perspective de décolonisation prévue par l'accord de Nouméa. Nous avons demandé une fois à reporter le 3e référendum, on nous l'a refusé. Aujourd'hui, on nous propose un 4e report pour les provinciales. Il faut être sérieux. Il est aujourd'hui nécessaire d'asseoir la légitimité de celles et ceux qui décideront de l'avenir de ce territoire. Lorsqu'il y a eu un refus des loyalistes à Deva sur le projet de souveraineté partagée proposé par l'État, il a fallu relancer les discussions. Quand il s'agit du refus des indépendantistes à Bougival, on nous impose aujourd'hui d'aller jusqu'à Versailles. Ce n'est pas aux parlementaires de régler le consensus à la place de l'exécutif et des Calédoniens. Madame la ministre, allez-vous persister dans un calendrier mortifère pour notre pays? Et allez-vous enfin prendre les responsabilités et proposer une véritable voie de sortie, capable de rétablir le dialogue entre l'ensemble des parlementaires et ne pas répéter les mêmes erreurs qui ont déclenché le cataclysme du 13 mai 2024 dans notre pays? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Panifouche, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Emmanuel Tjibaou, effectivement, la ministre des Outre-mer tient à s'excuser, elle est en déplacement en Guyane, vous l'avez dit, et je suis donc chargé de vous apporter cette réponse et de vous faire part de sa volonté de faire, bien sûr, toujours avancer. Arrêter pour réduire le seuil à 40 mg, alors qu'il faudrait 20 mg, et dans des délais qui sont très longs, puisque le délai de 20 mg est évoqué, mais ce serait en 2038, c'est-à-dire dans plus de 10 ans. Donc ça veut dire que nous continuons à avaler du poison, ce cadmium qui est dangereux pour notre santé. Je rappelle que non seulement il est cancérigène, mais il crée aussi de l'ostéoporose, il suscite des maladies, contribue en tout cas à développer des maladies rénales. C'est un perturbateur endocrinien qui agit sur la fertilité, donc ça fait beaucoup. Le ministre des Transports. Monsieur le ministre, en ce moment même se tient à Paris le Salon international du transport et de la logistique. Mais sur le terrain, la colère monte et la mobilisation des transporteurs est en cours. Les défaillances explosent, les coûts flambent, les marges s'effondrent. Depuis l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le prix du gazole atteint des niveaux historiques. Et comme si cela ne suffisait pas, les vols de carburant se multiplient. Partout en France, des réservoirs sont percés, des camions immobilisés. Un réservoir vidé, ce n'est pas seulement du carburant volé, c'est un conducteur bloqué, une tournée annulée, du chiffre d'affaires perdu. Et pendant ce temps, les charges continuent de tomber. Et face à cette crise brutale, que proposez-vous? Des aides ponctuelles, des chèques, du chômage partiel. Mais les transporteurs ne demandent pas à être mis sous perfusion. Ils ne demandent pas à travailler moins. Ils veulent rouler, livrer, vivre de leur travail. Pendant que vous temporisez, des camions s'arrêtent, des entreprises ferment, des familles s'inquiètent. Et si nous en sommes là, c'est parce que depuis des années, les réformes structurelles ont été évitées. Je pense parce qu'à l'instabilité énergétique s'ajoute à des décisions politiques mal calibrées. Je pense notamment à la taxe sur les petits colis. Vous pensez... Lutte contre ces mouvements anti-choix et anti-droit. L'enjeu, c'est de soutenir leurs actions, notamment le Fonds de soutien aux organisations féministes, le SOF, qui doit être pérennisé. Enfin, il ne faut pas abandonner les femmes afghanes, celles qui n'ont plus le droit d'étudier, de travailler, de sortir seules, celles qui ont été effacées de l'espace public par décret. Il y a un mot pour ça, l'apartheid de genre. Nommer cette réalité, c'est un acte politique. C'est reconnaître que ce qui se passe en Afghanistan n'est pas un système de persécution, c'est un système d'oppression mis en place par l'État contre la moitié de son peuple. Et la France, qui a inscrit l'égalité de droit à l'avortement dans sa constitution, ne peut se taire. La France va-t-elle engager à porter dans les enceintes internationales la reconnaissance juridique de l'apartheid de genre? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Ministre Aurore Bergé, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Véronique Rioton, vous l'avez dit, nous étions une très grande délégation, la plus grande délégation représentée aux Nations Unies dans le cadre de la 70e convention dédiée à la condition des femmes. Et vous l'avez dit, nous y sommes allés dans un contexte extrêmement particulier. D'abord, parce qu'il y a le retrait américain. Plus grande démocratie au monde qui se retire de ses engagements sur la question des libertés, sur la question des libertés de choix, sur la question du droit, avec une opposition frontale qui a été marquée par le refus de voter un texte qui a toujours avant été adopté par consensus. C'est aussi malheureusement le choix. Les conditions d'apprentissage des enfants de la République. Hier, les enseignants étaient en grève, les parents d'élèves, les syndicats, les élus locaux et la population se sont mobilisés pour vous demander de stopper cette hémorragie. Comble du cynisme, on a entendu ici hier les députés de la Macronie, PS compris, pleurer à chaudes larmes et implorer de ne pas mettre en œuvre le budget qu'ils ont eux-mêmes validé, connaissant ces suppressions de postes. Vous avez acté les coupes budgétaires avec le gouvernement au détriment de l'éducation de nos enfants. Et vous déplorez maintenant les conséquences dont vous chérissez les causes. La diminution démographique à bon dos et le projet de rationalisation est bien plus ancien. Ce serait pourtant l'occasion rêvée de réduire les effectifs dans les classes pour améliorer les conditions d'apprentissage et par là même les conditions de travail des enseignants. Mais non, pour vous, il faut continuer de rationaliser, il faut continuer de dégrader nos services publics. Monsieur le ministre, les enseignants, les AESH, les syndicats, les parents d'élèves, tous vous alertent sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et vous allez les accentuer. Et ensuite... Soyez démocrate, retirez votre tweet. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui d'entre vous peut lever la main? Lorsque j'ai fait ce geste, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel de Paris. Je ne sais pas s'il y a un racisme d'atmosphère, en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a une mauvaise atmosphère dans cette commission tout court. Sur ce texte, vous avez dit gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Mais monsieur le ministre, on ne gouverne pas la France avec des slogans de cours d'école. 196 États se sont mis d'accord. Vous arrivez en expliquant que c'est comme s'il n'y avait pas d'accord. C'est incroyable. Vous devriez imaginer une internationale des insoumis. Ça réglerait tous les problèmes du monde. Réunissez-vous entre vous, faites des groupes de parole. On se retrouve, on met des chaises en rond, et puis chacun discute en disant depuis combien de temps il suit Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, c'est ridicule. C'est ridicule. La séance est suspendue. Si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections municipales, avec de l'entrisme des frères musulmans qui est... Et mon maire est décédé brutalement en 1999. Et je ne me prédestinais absolument pas à être maire. Pour une bonne raison, c'est que j'étais enceinte de jumeaux. Je devais devenir maman, et pas mère et ma IRE. Et sauf que l'ensemble du conseil municipal a voté pour moi en expliquant que j'avais eu un grand-père maire pendant 43 ans à Cernan. Et donc je serais la même et qu'il fallait que ce soit moi. Ça a été une période un peu compliquée au départ. Mère et mère. Voilà, mère et mère. Et je vais continuer, je vais rentrer au conseil régional et ensuite je vais devenir présidente de l'association des maires du Jura pendant 10 ans. Et c'était ça pour moi, le plus beau de mes mandats, c'est celui-là. Et vous portez leur voix, leurs aspirations. Oui. Et quand je les accueille à Paris, c'est merveilleux aussi. Voilà. C'est important pour vous cet ancrage justement territorial très fort? C'est fondamental. Et se rappeler chaque fois ce qu'on est allé faire à Paris. Alors bien sûr qu'on travaille dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la nation,
mais on est quand même là pour défendre nos territoires quand on est à Paris. Et donc, il se trouve quand même au Sénat que l'esprit rural est quand même entendu. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai l'impression que quand vous parlez des maires du Jura, vous en parlez avec tendresse, avec une grande tendresse. Ouais, de l'émotion. Ouais. On a de petits groupes réservés ou aussi pour de l'expérimentation qui peuvent aller très loin. Quoi, 5-6 ans? Oui. Puis de temps en temps, on s'en sort un ou un petit peu plus, sur des petits millésimes un peu spéciaux, mais qui nous servent surtout à essayer de comprendre un peu mieux notre métier de révélateur de saveurs et de textures. Donc on fait aussi, oui, des vieillissements, mais plus pour les analyser, pour essayer de comprendre ce que la nature nous permet de faire. Parce que finalement, on n'a que du lait, on a ces voûtes de pierre sans une gaine textile, mouvement d'air naturel, voilà, un petit peu de présure, du vivant et puis de l'observation. Pour moi, le comté, c'est un monument, c'est une œuvre d'art. C'est une culture. Et je suis ravi d'avoir effectivement un garçon qui continue. Et voilà, c'est une culture. Et je suis vraiment fière. On a actuellement à la caissure du Sénat un élève du lycée Fribourg. Ah oui, oui, je suis que vous avez emmené dans vos bagages. Ah oui, je suis très fière. Ah, magnifique. Ben moi, je la trouve fameuse, cette tarte. Les pommes, elles sont locales? Ah oui, proviennent des vergers de Sédière. C'est une exploitation agricole qui se situe à 10-12 km de Poligny. Vous voulez pas m'y emmener? Seulement si j'ai le droit de terminer ma tarte. Oh, mais bien sûr. Oh là là, je ne vais pas vous priver de votre tarte. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Monsieur. Qu'est-ce que vous faisiez pendant qu'on était en train de remonter ce champ? Écoutez, j'étais en train de regarder mes vieux arbres qu'on va arracher. Vous allez arracher les arbres qui sont là, les pommiers? Oui, absolument, oui. C'est envisagé en tout cas, bien sûr. Mais ça ne peut pas vivre 100 ans, un pommier ou... Alors, d'un point de vue agronomique, si. Actuellement, c'est 14 hectares. Et vous comptez vous agrandir, vous, au cours de votre vie de vigneronne? Non, c'est pas du tout dans mes objectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le côté foncier de Château-Chalon est un peu saturé, on va dire. On ne peut pas trouver une parcelle comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que ce que mon père a fait dans les années 80, monter entièrement un domaine, c'est plus du tout possible aujourd'hui. Ouais, c'était un autre contexte. Oui, et la prédation étrangère est quand même inquiétante. Il faut absolument que les reprises familiales continuent de se faire et que ça continue d'être possible en fait de reprendre des domaines sur Château-Chalon. Moi, j'aimerais bien continuer cette discussion, mais autour d'un verre de Château-Chalon. Avec ça plaisir. vous ennuie pas? Pas du tout. Ben, on y va alors. Allez. Alors, Christian Vuillaume nous a rejoint, grand spécialiste et ambassadeur du vin jaune, et particulièrement de Château-Chalon, Christian. Oui. On est ici, donc... Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va goûter? On va goûter un Château-Chalon, millésime 2017. Oui, parce qu'on le rappelle, il faut plus de 6 ans et 3 mois, passer en fût, oui. En fût de chêne. Quitte à ce qu'il y ait une désescalade ensuite. Mais on ne peut pas se laisser matraquer fiscalement comme c'est le cas aujourd'hui, être absolument boycotté de cette manière-là. C'est une concurrence déloyale sans nom. Ce rapport de force, il est dur, mais je suis désolée, on doit être dur. En face. Quand je vous vois au perchoir, au Sénat, quand vous dirigez des séances, vous les menez un peu à la baguette, tous vos sénateurs. Mais j'ai été à bonne école. J'ai un patron qui fait que voilà, on essaye de lui ressembler. On peut pas l'égaler, mais on essaye de lui ressembler. Et c'est vrai que quand on est vice-président, il y a effectivement des règles et un timing à tenir. Et ça, moi, je me fais un devoir de répondre aux attentes de mon président. Vous tenez combien de temps à Paris avant de revenir ici vous ressourcer? 3 jours. 3 jours, c'est le maximum.
Craquons alors dans les verres. J'espère que vous avez passé une belle journée radieuse comme nous ici dans le Jura. On se retrouve bientôt sur la plateforme publicsana.fr ou directement sur le canal 8. À bientôt. Madame la sénatrice veut clapper. La solidarité contre le naufrage, c'est aux éditions Sinopia. Alain Pirot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste, documentariste spécialisé dans les questions de défense. Et Jonathan Boucher-Petersen est évidemment resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. On va commencer avec le projet le plus emblématique de ces dernières semaines, la construction d'un nouveau porte-avions annoncé, c'était en décembre dernier, par le président de la République. Écoutez. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME, impliqués dans la construction. Ce chantier sera l'illustration de la puissance de notre nation, puissance de l'industrie, de la technique, puissance au service de la liberté sur les mers et dans les remous du temps. Stabilité aussi, au profit de notre partenaire stratégique, les Émirats arabes unis, avec qui nous entretenons des liens de très grande confiance. Alors, on a appris depuis que ce porte-avions s'appellera le France Libre. Jean-Marc Wessous-Faure, est-ce qu'il est indispensable à notre crédibilité militaire, ce porte-avions ? Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui posent la stratégie militaire de ce pays. Il est incontestable que c'est un outil stratégique essentiel. On a toujours eu des porte-avions. Il était important de pouvoir le renouveler. Il y a beaucoup d'améliorations, notamment dans la capacité de portage des avions, la capacité à décoller, à atterrir. On sait qu'on va modifier quelques éléments techniques qui sont indispensables, notamment les catapultes qui sont plus à vapeur, qui vont être électromagnétiques. Donc c'est aussi une fierté quand même pour ce pays. Ça participe d'une forme de dissuasion. Bonsoir à tout le monde. Il va être financé par un mélange de dotations budgétaires et par aussi la participation d'un certain nombre de banques, dont des banques qui sont filiales du groupe Caisse des dépôts auquel la SFIL appartient. Donc je pense, moi, que dans le contexte, tout ce qu'ont dit vos interlocuteurs est tout à fait exact. Je pense qu'on est dans une situation où la France a à la fois une situation et un atout incroyable en Europe, qui est la solidité, la performance de son armée, sa force de dissuasion nucléaire, la qualité de ses outils de défense, et puis sa faiblesse financière et budgétaire. Donc la difficulté, en fait, ça sera que la faiblesse financière et budgétaire, on arrive à ne pas empêcher les nécessaires développements en matière de défense, quel que soit le type d'arme qui sera nécessaire. Et pour ça, une banque publique comme la SFIL ou le groupe Caisse des dépôts seront très utiles dans plusieurs dimensions. Alors vous restez avec nous, j'ai plusieurs questions à vous poser. On est en pleine actualité. Dépêche de nos confrères de l'agence France Presse, il y a quelques minutes, la France commande une 5e frégate à Naval Group, frégate de défense et d'intervention. Bon, voilà, ça fait partie d'un effort de défense générale. A mis l'accent notamment la semaine dernière devant les sénateurs. Écoutez-le. L'urgence, ce sont évidemment les munitions. Nous prévoyons d'investir 8,5 milliards d'euros supplémentaires de commandes entre 2026 et 2030. Qui s'ajoute aux 16 milliards d'euros de la loi de programmation militaire votée en 2023, monsieur le rapporteur Christian Cambon. C'est indispensable et c'est colossal. Au total, c'est comme si le budget annuel des armées au début des années 2000 avait été exclusivement consacré à l'achat des seules munitions. Alors Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'une plateforme baptisée France Munitions, une sorte de grossiste de munitions pour centraliser et augmenter les commandes dont les contours sont encore un peu flous. D'autres investissements seront faits, notamment sur la production de drones et de missiles téléopérés. Et alors le contenu de cette loi de programmation militaire, elle ne se limite pas à ces annonces budgétaires. Oui, le Premier ministre veut aussi prendre des mesures organisationnelles et juridiques, dit-il, pour supprimer des normes qui touchent le secteur de la défense. Écoutez ce qu'il a dit aux sénateurs la semaine dernière. C'est le sens du nouveau régime d'état d'alerte de sécurité nationale que nous vous proposerons dans la loi de programmation militaire. Un nouveau cadre qui permettra, en cas de menace et lorsque les circonstances l'exigent, d'adapter temporairement nos règles pour accélérer les décisions
simplifier les procédures et lever les blocages qui ralentissent aujourd'hui la conduite de nos projets stratégiques. Alors très concrètement, cet état d'alerte pourra être défini sur une partie ou sur tout le territoire et il pourrait permettre par exemple de faciliter l'entreposage de munitions ou de carburant. Toutes ces mesures, elles seront présentées officiellement en Conseil des ministres. Complète parce qu'elle exporte beaucoup. On est le 2e exportateur mondial et pour ça vous avez des garanties publiques qui sont données par BP Assurance Export, qui est l'ex-Coface qui est intégré depuis 10 ans dans BPI, et vous avez un financeur public qui est l'ESFIL. Et là, nous, très près du domaine, on a fait plus de 10 milliards de financements qui ont permis de faire 16 milliards de crédits export. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vecteur de développement qui vient s'ajouter aux dotations budgétaires pour que l'industrie de défense française puisse se développer. Et elle se développe. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, notamment en termes de production industrielle, la production industrielle dans différents secteurs, depuis 2022, elle a augmenté de 20 à 40%. Donc l'augmentation est assez forte. La contrainte qui existe, c'est les difficultés d'approvisionnement. Il y a certains sous-traitants qui ne sont pas forcément à la hauteur, du développement et du rythme de développement. Et puis quelquefois, des difficultés de recrutement pour certains types de compétences. Et donc c'est ça qui vient contraindre le développement de cette industrie. Mais ce qui est positif aussi... Nous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune le mot xénophobe à l'égard d'un parti politique. Et je pèse mes mots, puéril. Ouais, mais on va pas s'en sortir. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Grandissez un peu, mon cher collègue. Oui. De la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Encore, me direz-vous? Oui, en effet. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... s'expliquer? J'imagine, oui, mais enfin, compte tenu de ce qu'on connaît des Insoumis, ils vont sans doute se victimiser. D'ailleurs, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Les différents cas des Insoumis se sont victimisés, expliquer que c'était pas de sa faute, qu'elle était persécutée par je ne sais quelle police politique. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. On a l'habitude, donc je n'attends pas grand-chose sur la point de vue des valeurs et de la dignité, de la défense collective des Insoumis. Malheureusement, on est habitué. Je pense qu'ils vont encore essayer de faire du judo, expliquer que c'est pas eux, que c'est la faute de la société, du système, de la police, de la gendarmerie, du gouvernement, des martiens. Si vous étiez au gouvernement, Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous auriez fait déjà ces derniers jours pour contrer la hausse des prix du carburant? Le sans-plomb a atteint son plus haut niveau depuis qu'on mesure les prix des carburants. Le gazole, c'était déjà le cas il y a quelques jours. Que feriez-vous? Une baisse massive des taxes, donc une baisse structurelle. C'est la TVA de 20 à 5,5, entre 20 et 25 centimes. Et puis une baisse parallèle de la TICPE, l'accise sur le carburant, de 16 centimes, ce qui nous permettrait d'atteindre, selon le taux, entre 40 et 50 centimes par litre. 40 centimes en moins par litre, oui. Ça coûte combien? Ça coûte environ par mois 1,5 milliard. 1 milliard pour la TVA, 500 millions pour la TICPE. 1,5 milliard pour toujours? 1 milliard pour toujours, oui. Selon le baril, selon le cours du baril pour la TVA, puisque c'est un impôt proportionnel, et pour la TICPE de manière temporaire, environ 500 millions, sachant que nous voulons récupérer ce qu'on a... Les adversaires de cette mesure disent elle ne servira à rien, tout simplement parce que si on fait ça, les différents chaînons qui amènent jusqu'à la pompe augmenteront leur marge et ces 15 ou 18 milliards d'euros seront finalement jetés dans le désert. Absolument, il faut que ça s'accompagne d'un encadrement temporaire des marges. Ça a toujours été très clair dans le projet du Rassemblement national. C'est pas le gel des prix, parce que les Insoumis disent on va geler les prix. Alors, soit ils bloquent les prix, soit ils gèlent les prix, ça dépend des plateaux, ça dépend des moments, ce qui est absolument impossible puisque nous importons le pétrole, y compris les produits raffinés. Nous sommes très dépendants des importations de gazole, de kérosène
et de fuel, par exemple, un peu moins pour l'essence. Mais ça n'existe pas un monde où vous gelez le prix de produits que vous importez, que vous ne pouvez pas faire vous-même. Donc Par contre, vous gelez contrôler les les marges. Par contre, contrôler les Par exemple, marges. ce serait combien la marge maximum pour Total quand il vend son pétrole? Bon, écoutez, il faut voir, ce sera entre 5 et 10% selon le niveau de l'échelon, parce que si, comme Total, vous maîtrisez à la fois la production, le raffinage, le transport, ce serait plutôt 10%. Si c'est un seul acteur du secteur, ce serait plutôt 5%. Donc Total aurait l'obligation de vendre moins cher que les autres? Non, c'est juste qu'il possède plusieurs échelons, donc il ne faudrait pas qu'il joue sur le fait de posséder plusieurs marges, plusieurs clés du secteur. Voilà, le Total est dans une en France en particulier, dans une position très avantageuse. Mais bon, ce qui est aussi un avantage pour la France, parce que j'en vois certains qui tapent sur Total. Nous, on ne tape pas sur Total, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une compagnie pétrolière souveraine, alors qu'on n'a pas de pétrole. Il y a très peu de pays occidentaux qui ont des compagnies pétrolières sans avoir eux-mêmes de pétrole, évidemment. Par contre, qu'il n'y ait pas d'abus et qui ne profitent pas de la crise ou qui se nourrissent pas de la crise, ça c'est le devoir de l'État. Ouais, le gouvernement a débloqué 70 millions d'euros pour l'instant pour les professions les plus touchées par la hausse des prix des carburants, les pêcheurs, les transporteurs. Sébastien Lecornu annonce ce soir qu'il y aura d'autres mesures ciblées, il le précise bien, en début de semaine prochaine. Pour vous, ça compte pas du tout ça? Non, c'est pas que ça compte pas, c'est qu'on ne peut pas isoler les mesures. Marine Le Pen, elle est comment dire, très satisfaite des bons résultats de Jordan Bardella, mais nous sommes organisés de cette façon et nous pensons que Marine Le Pen est la candidate naturelle de notre camp. Bon, par ailleurs, moi je trouve que les sondages résistent bien, je l'ai fini, parce que bon, un certain nombre de médias, de commentateurs disent que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter depuis des mois et des mois, et on voit bien quand même nos électeurs lui sont fidèles. On le saura. Et je les remercie. Je remercie pour leur fidélité. Merci à vous. On a des fichiers qui aujourd'hui sont extrêmement protégés, mais nous devons trouver une solution. Pour que ces fichiers soient par exemple partagés dans toutes les administrations concernées, la liste des gens concernés par ces usurpations Absolument, d'identité. ceux qui pourraient être considérés comme innocents. Nous le savons, si ça continue à se reproduire pendant des semaines et des semaines, qu'on arrête de les enquiquiner et de leur renvoyer. C'est un coût pour l'administration et c'est surtout une angoisse terrible pour les personnes qui sont concernées, qui sont victimes. Eh bien, ces personnes concernées et les autres, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, répondront à votre question et la réponse du gouvernement. Autre thème abordé par la députée écologiste Sophie Tallier-Polian, la question des universités, Stéphanie. Bonjour, vous voulez interroger le gouvernement sur les moyens accordés à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous demandez précisément? Bien, nous demandons que les moyens soient donnés aux universités. Elles ont toutes voté leur budget en déficit, ou quasiment toutes, en 2026. Elles n'ont pas les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a des centaines d'étudiants qui sont en 100% distanciel pour leur première année d'études. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ce qu'on fait à ces jeunes de 18 ans qu'on n'a pas de place parce qu'on n'a pas de locaux? Mais écoutez, en tout cas, c'est pour ça, oui. Parce qu'on n'a pas d'enseignants, parce qu'on n'a pas de locaux, parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir. Donc des jeunes de 18 ans qui sont censés... après, on va leur demander de réussir leurs études en restant tout le temps chez eux à la maison, derrière leur écran d'ordinateur. Non, la situation, elle est catastrophique. La présidente de l'Université de Montpellier a tiré la sonnette d'alarme. On n'entend aucune réponse. Et maintenant, il faut agir parce que c'est de l'investissement, tout ça, pour nos enfants, pour notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant alors que le budget vient d'être voté, donc théoriquement gravé dans le marbre pour cette année 2026? Écoutez, le gouvernement doit s'engager à faire en sorte que la loi... Nous valorisons la réussite et l'engagement dans les études supérieures. Alors ma question, Monsieur le Ministre, le gouvernement entend-il ouvrir une adaptation du dispositif afin que les étudiants polynésiens puissent enfin bénéficier de l'aide nationale au mérite, ou assume-t-il le maintien durable de cette différence de traitement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Baptiste, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Nicole Sanquer, je vous remercie de cette question et je comprends votre interrogation. Je veux cependant vous dire que les aides au mérite sont pleinement applicables aux étudiants polynésiens et originaires de la Polynésie française. Tout étudiant qui bénéficie d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut bénéficier de l'aide au mérite s'il répond évidemment aux conditions prévues liées à ce mérite. Le point de vigilance se situe au niveau des critères d'exclusivité des dispositifs d'aide financière destinés aux étudiants polynésiens institués par le gouvernement de Polynésie. En effet, leur réglementation interdit le cumul avec des bourses opérées par mon ministère. C'est pour cette raison aujourd'hui que certains étudiants polynésiens qui bénéficient de la bourse du gouvernement de la Polynésie française ne peuvent pas bénéficier de l'aide au mérite car ils perdraient sinon leur bourse locale.
Il ne m'appartient pas évidemment de me prononcer sur les critères fixés par le gouvernement polynésien en la matière, mais je vous dis toute la disponibilité de mon ministère pour continuer à travailler avec eux. J'ai notamment échangé avec le président Brotherson il y a 2 semaines sur les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire polynésien. Et en résumé, Madame la députée, je me tiens aussi à votre disposition pour travailler sur cette question. Les étudiants polynésiens ne sont pas exclus par principe de l'aide au mérite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, ce que vous venez de dire est faux. L'étudiant polynésien... La députée, la parole est à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je pense qu'il va falloir que collectivement, on arrive à sortir d'un déni démographique. Pardonnez-moi, entre un élève qui est aujourd'hui en petite section maternelle et un élève qui passe le baccalauréat, il y a juste 25% de naissances en moins. Ça veut dire qu'on perd une génération tous les 4 ans. Pardon, mais nous avons aujourd'hui le nombre de naissances en France de 1942 avec une population qui fait 28 millions d'habitants de plus. Il faut accepter de regarder cette situation. Par rapport à ça, nous avons à la fois une force qui peut aussi être une faiblesse, et que nous avons un maillage territorial extrêmement dense, le plus dense d'Europe, d'écoles. Nous avons autant d'écoles publiques que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie réunis. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation démographique que je vous ai déjà exposée plusieurs fois. Nous aurons perdu 2 millions d'élèves dans le système éducatif d'ici 15 ans. Nous aurons 20% à 25% d'élèves en moins. Maintenant, et dans les Côtes-d'Armor, je crois que c'est votre département, en l'occurrence, à la rentrée prochaine, vous perdez quasiment 3% d'élèves. Et donc, soit on se contente soit on suit les